En 1980, désireux de démontrer publiquement l'absurdité des thèses relatives à la raréfaction des ressources et à la hausse de leur prix, le démographe Julian Simon paria 10 000 $ avec l'écologiste Paul Ehrlich, alors l'écologiste le plus connu de la planète, et plusieurs professeurs de Princeton. Il pariait que la valeur d'un panier composé de 5 matières premières, dont le choix était laissé aux opposants, baisserait après une période de 10 ans. Ehrlich et deux collègues écologistes acceptèrent en ricanant, déclarant que l'attrait de l'argent facile était irrésistible. Ils choisirent 5 métaux, le cuivre, le chrome, le nickel, l'étain et le tungstène. En septembre 1990, non seulement la somme des prix avait diminué, mais également le prix de chaque métal pris individuellement. Les écologistes durent signer le chèque. Pourquoi Julian Simon a-t-il fait ce pari? Pour clouer le bec à ses détracteurs qui le couvraient continuellement de sarcasme. C'est un réflexe très américain qui correspond à l'adage Put your wallet where your mouth is. Littéralement, déposez votre portefeuille en face de votre bouche. Nous disons joindre l'acte à la parole, mais c'est évidemment moins explicite. Pourquoi les détracteurs de Simon le couvraient de sarcasme? Parce qu'il avançait une théorie qui va totalement à l'encontre du sens commun. Laquelle? Il soutient que si on regarde les choses sur le long terme, les prix des matières premières finissent toujours par diminuer. Cela va totalement à l'encontre du sens commun car nous entendons constamment que les ressources s'épuisent. Dès lors, si les ressources se raréfient, il est normal que leur prix augmente graduellement. Mais Julian Simon défend au contraire l'idée que les ressources deviennent de plus en plus abondantes au fil du temps. Pourquoi? Parce qu'on découvre toujours de nouveaux gisements, parce qu'on parvient à améliorer les techniques d'extraction et parce qu'on invente ou découvre constamment des substituts aux matières premières. Julian Simon appuie cette théorie au moyen d'éléments empiriques. Le prix d'une matière première peut parfois augmenter légèrement, mais c'est une hausse très passagère et cette dernière s'explique par des raisons politiques. On a par exemple augmenté les impôts sur l'énergie, ou alors des pays producteurs tels que l'OPEP se sont ligués pour faire hausser artificiellement le prix, ou alors une guerre, ou la menace d'une guerre, font augmenter le prix en raison d'une pénurie ou d'un risque de pénurie. Mais à la longue, le prix finit toujours par baisser. Julian Simon s'est livré à une étude de l'évolution du prix des matières premières dans le temps. Il cite de nombreux chiffres et aligne de nombreux graphiques relatifs à des matières premières telles que l'étain, le mercure, le cuivre, etc. Précisons également qu'un prix est toujours un rapport entre deux choses. Pour mesurer le coût d'une matière première, il suffit de diviser le prix de la matière première considérée par le prix d'un autre produit, tel que par exemple le salaire. Au terme de ce calcul, il apparaît de façon assez surprenante que les matières premières coûtent beaucoup moins cher actuellement que le prix qu'elles valaient il y a un siècle, souvent jusqu'à 1/5 du prix initial. Évidemment, il ne peut pas y avoir de mesure vraie ou absolue du coût ou du prix. Il y a plutôt différentes mesures du coût qui nous donnent différentes sources d'informations utiles pour différents objectifs. Mais on peut, dit Simon, avancer avec certitude que le coût moyen de tous les biens de consommation pris ensemble, un index des prix à la consommation, a baissé au fil des ans dans les pays développés quand on les mesure en termes de ce qu'un ouvrier non qualifié peut acheter. Ceci est prouvé par l'augmentation à long terme de nos standards de vie. Cette tendance historique est la meilleure base pour prédire les tendances des coûts futurs. Comment expliquer cette baisse des prix des matières premières? Selon Julian Simon, voici comment les choses se sont toujours passées. Un accroissement de la population et un plus haut standard de vie génèrent, il est vrai, des pénuries dans le présent et dans le futur proche. Dès lors, les prix augmentent. Une augmentation des prix représente une opportunité qui attire des entrepreneurs à la recherche du profit et des inventeurs désireux de trouver de nouveaux moyens pour satisfaire les besoins. Lesquels? De nouveaux procédés d'exploitation, un meilleur rendement énergétique, une source de substitution, du charbon plutôt que du bois, du pétrole plutôt que du charbon, de l'énergie nucléaire plutôt que du pétrole, du gaz de schiste plutôt que du pétrole, du nucléaire de 4e génération plutôt que du nucléaire de 3e génération, etc. Qui sait, demain de la fusion nucléaire plutôt que de la fission? Et quantité d'autres solutions que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Quoi qu'il en soit, malgré de nombreux échecs, de solutions sont toujours trouvées dans une société libre, c'est-à-dire une société qui garantit les libertés indispensables à l'éducation de tous, à la recherche et à la propriété du fruit de son travail. Finalement, le prix de la ressource menacée s'abaisse et la résolution du problème nous place dans une situation meilleure que celle qui prévalait avant la survenance du problème. Dans l'entretemps, l'optimalisation de la production et de la consommation des dites ressources a permis d'augmenter
le stock dans des proportions appréciables. Julian Simon ne dit pas que tout est parfait évidemment. De nombreux enfants sont encore affamés à malades. Quantité de gens vivent encore dans la pauvreté physique et intellectuelle. Ce qu'il dit, c'est que dans des domaines économiques les plus importants, les tendances sont positives plutôt que négatives. Le futur est-il rose? Non, évidemment. Il y aura toujours des pénuries temporaires de ressources là où il y a combat, des bourdes politiques et des calamités naturelles, c'est-à-dire aux endroits où il y a des gens. Mais le progrès humain permet dans une économie de marché d'apporter des réponses aux besoins humains et aux pénuries de façon qu'un pas en arrière nous conduit à faire 1001 pas en avant par la suite.